Chers téléspectateurs de GMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Je suis certain que vous le savourez, ce bœuf-là. Et nous recevons Jacques Cheminade, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un très bon client. Il est accompagné par un autre très bon client, très belle plume, Michel Etamelobé, qui vient de commettre ce roman. C'est votre premier, hein, Michel Lobé? Sous le regard de Kédi, que je vous recommande, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, tous les points de vente de France et de Navarre. Et de Navarre, il ne faut jamais l'oublier. Voilà, nous allons maintenant aborder la question mémorielle, le génocide perpétré par l'armée française au Cameroun. Oui, vous ne le saviez pas, il suffit de lire ce livre de Constantin Melnik, le titre est « La mort était leur mission ». Il y décrit ce que l'armée française, revenue de la guerre d'Indochine, perdue, scindée en deux, a été envoyée, une partie en Algérie, une autre en territoire bamileke et Cameroun, pour faire le grand massacre. Donc, lisez ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit. Constantin Melnik, publié chez Plomb, en 1996. Voilà. Son successeur, le successeur d'Emmanuel Macron, François Hollande, son prédécesseur, peut-être du succès, prochainement, on ne sait pas. Son prédécesseur, François Hollande, avait lui reconnu, je le cite, des exactions de l'armée française au Cameroun. J'aimerais bien que M. Hollande m'explique si utiliser le napalm pour effacer de la carte du monde un peuple qui n'a rien pour se défendre ne relève que d'une simple exaction. J'espère que vous le connaissez, M. Hollande, non? Non. J'ai rencontré une fois et je lui ai dit tout ce qu'il fallait modifier dans la façon de financer les partis politiques en France. Ah, il m'a dit, vous avez fait un travail, les petits partis font un excellent travail, oui. Je vous reverrai. Il ne m'a jamais revu, il n'a jamais rien fait. C'est Hollande, typiquement Hollande. Ça, c'est typiquement Hollande. Bon, donc, Hollande a parlé d'exactions au Cameroun. J'aimerais aussi savoir si les actes de l'armée nazie en France n'étaient que de simples exactions, M. Hollande. Nous avons un ami en commun. Depuis, j'essaie de vous avoir en interview. Vous m'échappez tout le temps. Bon, le 26 juillet 2022, à Yaoundé, Emmanuel Macron a, lui, ouvert une nouvelle page mémorielle proposant, je cite Emmanuel Macron, de créer une commission composée d'historiens des deux pays, dont le Cameroun et la France, chargée de faire la lumière sur l'attitude des autorités françaises pendant la colonisation et après l'indépendance formelle du pays en 1960. Le journal Le Monde du 27 juillet 2022, dans un article de mon confrère Philippe Ricard, estime que ceci est la principale annonce faite par Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous, Jacques Cheminade? Alors, c'est intéressant de voir la façon dont Macron procède. On rend Benazin, Gléglé au Bénin, mais la politique reste la même. Donc, et puis il se passe tout ce qu'on voit dans les ventes aux enchères en France. Donc il y a cet aspect d'hypocrisie. On fait ce qui se voit, c'est les trois grands rois de Macron, les trois grands défenseurs de leur pays. Les statuts sont rendus, là. Moi j'allais les voir souvent pour réfléchir un peu à tout ça, à ce qui était le musée de l'Homme, qui est devenu le musée Jacques Chirac, le musée des choses prises en entier, mais ça c'est une autre affaire. Donc voilà. Mais ce qu'a dit Macron au Cameroun, c'est il est très difficile d'avancer, je cite, c'est dans Le Monde, le journal, il est très difficile d'avancer si on ne se dit pas les choses. C'est clair qu'il y a eu des exactions, une guerre et des martyrs. Alors, pas le mot génocide, pas le mot responsabilité de la France, c'est il y a eu une guerre, des exactions et des martyrs, comme si c'était un fait objectif. Ouais. C'est ça. On élimine l'aspect subjectif. Je vais vous faire remarquer que... Moi, je dirais même pas objectif. Oui. Quelque chose de normal. Oui, presque normal dans une histoire, s'inscrivant dans l'histoire. Voilà. Saddam Hussein a été renversé, on l'accusait de quoi? D'utiliser des armes de quoi? De destruction? D'avoir développé des armes de destruction massive. Parmi lesquelles le napalm, non? Est-ce que je me trompe? Non, c'était des armes chimiques et nucléaires. Extrêmement belle. Tony Blair a dit dans 30 minutes ou 40 minutes, 30 minutes, il peut atteindre Londres. Tout ça, c'était des armes chimiques et hautement nucléaires. Et Colin Powell a menti aux Nations Unies et il savait qu'il mentait. Lawrence Wilkerson, qui était son principal collaborateur, nous l'a dit. Il a menti et il savait qu'il mentait.
Ceux qui nous suivent ne sont pas tous des spécialistes. Le napalm fait-il partie des armes de destruction massive? Les bombes de phosphore sont encore pires, on peut dire. Mais le napalm, ce qu'il y a, c'est que vous envoyez ça et ça vous étouffe, ça vous brûle et ça vous étouffe. Ça brûle tout ce qui ça touche. Faites sauter vos poumons, littéralement. C'est Bien. abominable. Alors l'armée française a utilisé ce napalm-là dans nos villages au Elle l'a utilisé Cameroun. aussi en Algérie. Hein. Et en Algérie aussi, Constantin Melnik le dit dans ses livres, La mort était leur mission. C'est pas moi qui écris. Constantin Melnik, Et d'autres me l'ont dit, moi aussi. qui était... Ça reste l'avoué. Ça reste l'avoué. Alors, si ceci ne relève que de simples exactions, M. Macron, M. Hollande, accordez-moi une interview, on va s'amuser. Je vous sais très intelligent, moi, beaucoup moins, mais on va s'amuser. Expliquez-moi comment, en utilisant des armes de destruction massive, on peut, quelques années plus tard, ne parler que de simples exactions. N'est-ce pas une insulte, Michel Lobin, à la mémoire de ceux, des victimes? Je ne dirais pas que c'est une insulte. Je crois plutôt que on cherche à fausser l'histoire. Mais la vérité remonte toujours en surface. On a beau pousser les limites, il faut bien arriver un jour où il faut s'asseoir. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dialogue. Pourquoi dialoguer? Tout simplement parce que ce que Macron vient d'initier, enfin initier, il en a parlé, c'est qu'il fallait réunir les historiens. C'est vrai, ce travail mémoriel doit être fait par les professionnels de l'histoire. Pas que ceux qu'on a choisis, parce que je sais comment ça fonctionne. Le problème aujourd'hui, c'est que qui sont donc ces professionnels de l'histoire et sous quelles conditions ils vont être choisis? Si c'est pour nous donner des résultats qui seront toujours discutables, il vaut mieux repousser cette échéance. Car aujourd'hui, pour avancer, nous avons besoin de vérité. Sans cette vérité, l'histoire restera toujours tronquée. L'idée ou l'initiative de Macron, moi je la trouve bonne. Mais la faisabilité, Comment l'agencer? la faisabilité de cette commission, il faut qu'on en discute. Car aujourd'hui, il y a très peu de manuels qui parlent de ces prétendues exactions qui sont en vérité des génocides. Il y en a très peu. Il faut donc déjà réunir toutes les littératures. Il faut pouvoir regarder qui va être dans cette commission. Et cela est très important parce que c'est de la véracité des documents qu'on aura réunis que dépendra le résultat de cette commission. Alors, Jacques Cheminade, j'ai envie solennellement de vous demander un service. Voulez-vous écrire à l'Élysée pour demander que moi, Jacques Imoa, il faut que je fasse partie de cette commission, même en tant que simple observateur? Car j'ai fait du travail là-dessus. Si j'écris à l'Élysée pour le demander, vous n'y serez sûrement pas. C'est pas grave. Faites-le, comme ça je vais diffuser cette partition, on saura qu'une lettre a été écrite. J'ai interviewé Jacob Tatinta, c'était à l'Université d'Ottawa, en janvier 2020. Même comme dans cette interview, on sent qu'il ne dit pas tout, il est sur les réserves. Je n'ai pas pu rencontrer ses co-auteurs Thomas Deltombe et l'autre, j'oublie le nom. Ils ont commis ce livre Cameroun avec K, qui réussit assez bien l'affaire, même si ils auraient pu mieux faire. Là-dedans, il parle de quelqu'un, de Jacob Fossi, qui serait mort en 1959. Non, Jacob Fossi est mort avant. En 2011, j'ai interviewé sa fille. Jacob Fossi, c'est ce nationaliste qui a entraîné dans les chutes de la métier le gendarme Outard, français. Je connais personnellement sa fille. Je dors dans la concession de Jacob Fossi quand j'arrive à Bafoussam. J'étais encore au téléphone hier, nous tournons cette émission le 30 juillet, donc hier le 29 juillet, j'étais encore au téléphone avec Louise Mika Fossi qui est à Bafoussam. Ses enfants vivent ici en région parisienne. Donc, les co-auteurs de ce livre Cameroun auraient pu fouiller un peu plus pour avoir un peu plus de vérité. Donc, je travaille sur ces sujets-là, voici au moins 15 ans. 15 années. J'aimerais bien avoir l'œil dans cette commission, voir qui on met où. Si vous êtes vraiment objectif, président Macron, ne mettez pas que des historiens, des journalistes feront aussi du travail d'historiens. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc je compte bien sur vous. Maintenant, je poursuis. Emmanuel Macron, avant même de devenir président de la République française, avait qualifié les événements d'Algérie de crimes contre l'humanité. Quand on sait désormais
Dixit Constantin Melnik, que c'est la même armée qui commettait tout ce que nous savons en Algérie et au Cameroun. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il été aussi prompt à reconnaître, à décrire les événements d'Algérie comme étant un crime contre l'humanité, et sur le cas du Cameroun semble mettre le frein? Est-ce que c'est parce que les Algériens sont prompts à réagir et sont nombreux en France? Est-ce que l'Algérien fait peur en France, Jacques Cheminade? Voilà. C'est pas seulement ça, c'est toutes les affaires conclues entre les différents gouvernements algériens qui se proclament victimes, leur peuple victime, et en fait sous la table font des affaires avec les Français. Donc Emmanuel Macron a dit ça, c'est une sorte de couverture pour toutes les affaires qui continuent. Ah, Michel Aubet, je vous relance sur la même question. Est-ce que les Algériens font-ils à ce point la peur en France? C'est pas que les Algériens font peur, mais il faut dire aujourd'hui que nous sommes dans un monde où l'énergie est très importante. D'accord. Et l'Algérie produit du gaz et du pétrole. Le fameux gaz. Oh, on n'aurait jamais dû s'attaquer à quelqu'un. Pour le puiser en Algérie, il faut payer le vrai prix. Ah ouais. Alors que quand tu puises le pétrole et le gaz en Afrique, au Cameroun, au Gabon, au Congo, c'est au moindre prix. Le Aigle Floche présent. Donc il y a une relation d'affaires entre l'Algérie et la France, alors que la relation entre la France et les pays d'Afrique noire, en dessus du Sahara, ce sont des relations de père et fils. Paternaliste. Comme disait Lavrov, de maître à esclave. C'est la raison pour laquelle on peut vous... Je n'ai pas voulu aller jusque-là. C'est ce que disait Lavrov, et vous avez bien raison. Vous savez, lorsqu'un Noir critique en France, on trouve qu'il est anti-français. Vous comprenez pourquoi il vaut mieux que c'est Jacques Cheminade qui critique même parfois, non? Jacques Cheminade. Il y a une place pour la coopération entre la France représentant les intérêts du peuple français et les pays africains représentant les intérêts des peuples africains. Bon. Alors, vous avez parlé au nom du père, vous avez parlé de paternalisme, je vais maintenant vous parler au nom du fils. Une autre hypothèse. Va-t-on assister au même scénario qu'au Tchad, où Emmanuel Macron s'était déplacé en avril 2021 pour adouber le fils Déby? Franck Biya, Emmanuel Franck Biya, un autre Emmanuel, serait-il le prochain dans la liste France-africaine? Est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'est pas déplacé au Cameroun pour gérer une crise successorale qui a déjà émergé? Jacques Cheminade, ensuite vous rebondir là-dessus, Michel Aubet. Je dirais que c'est très possible, mais que ce qui, très vite, changera la donne, sera que le système financier monétaire occidental ne peut pas tenir. Un système bulle, dette, soumission ne peut pas tenir à terme. Donc, dans cet ordre de choses-là, tous ces calculs seront, je pense, balayés. Je ne sais pas quand, je n'ai pas le boule de cristal, mais je peux vous dire qu'ils seront balayés, et que si un autre type de relation ne s'établit pas à l'échelle internationale, nous aurons une guerre mondiale, et qui sera très grave. Donc on est entre ça, entre soit une guerre mondiale et un chaos financier, soit une politique de développement mutuel entre les peuples du monde. Et c'est ça le pari que nous faisons, la bataille que nous menons, c'est pour cette politique de développement mutuel. Pour vous donc, Emmanuel Macron adoube le fils Biya, qui se prénomme aussi Franck Emmanuel Biya, ou ne l'adoube pas, la donne ne changera pas? À court terme, peut-être pas. Dans les calculs des uns et des autres, peut-être que oui. Mais à moyen terme, les choses changeront totalement. On n'aurait jamais imaginé, il y a 30 ans, que les relations entre la France et l'Afrique prennent la tournure qu'elles ont pris aujourd'hui. Un pays comme le Mali chasse Barkhane. Bon. Probablement il se produira beaucoup plus, et pas seulement dans un contexte négatif qui est nécessaire, mais dans un contexte positif qui sera un développement réel de ces pays. Et je crois que la différence, c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays, et j'ai cité Lavrov parce que c'est intéressant de le citer, bien que s'il ne fait pas toujours exactement ce qu'il dit, mais ça c'est une autre affaire. Donc il y a tous ces pays qui sont là, la Russie, la Turquie, l'Inde, la Chine. Tout le monde en fait. Tout le monde est là, et les pays africains doivent jouer
pour établir l'indépendance, sur ces différentes influences et sur le fait que tous ont besoin, s'ils veulent continuer à avoir un développement à l'échelle du monde, d'un nouvel ordre monétaire et financier international, qui soit plus cet ordre de spéculation et d'enrichissement d'une oligarchie, et des oligarques, il y en a en Chine, il y en a en Russie aussi, qui soit progressivement mis de côté. Alors, il y a un long terme qui est de redonner au peuple un pouvoir. L'art et la science au peuple, comme on a dit à certains moments de l'histoire, il faut la redonner. Mais il y a un court terme, éviter la guerre. Donc on navigue entre ces deux choses-là. Une guerre que l'Occident ne gagnerait pas, vu les deux blocs qui s'affronteraient. Non, la guerre c'est épouvantable, parce qu'on montrait, il y a des gens assez fous aux États-Unis pour monter au nucléaire. Ils parlent des armes nucléaires tactiques déjà. Bon. Michel Aubert, je vais reformer ma question pour vous. La trilogie en France a depuis changé de sens. Ce n'est plus au nom du père, du fils, c'est plutôt au nom du fils, du père et de je ne sais pas quoi et du business. Le fils Eyadema au Togo, le fils Bongo au Gabon, on prépare Gaël Denis Sassou Nguesso au Congo désormais, le fils Déby. Est-ce qu'Emmanuel Macron se serait déplacé pour faire respecter la trilogie à la française au nom du fils? Je dois avouer qu'aujourd'hui, lorsque j'écoute Emmanuel Macron dénoncer les régimes militaires illégitimes, je tombe des nues. Ouais. Quand on sait que ce même Emmanuel Macron venait d'introniser le fils Déby dans un système où la Constitution a été complètement bafouée. Je crois donc qu'il est mal placé pour accorder des bons et des mauvais points à des régimes politiques ou militaires en Afrique. Mais ceci dit, nous sommes dans un monde, comme le disait Jacques, où personne ne peut prévoir le long terme. Nous sommes dans un monde où l'impérialisme a développé des bulles, où on se lève le matin avec une tasse de café, le soir on est milliardaire. Cette richesse volatile, à mon avis, on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça appauvrit énormément le pauvre et ça enrichit de manière exponentielle le riche. Donc, le fossé ne fait que s'étendre. Il faut à un moment donné arrêter. Sinon, la corde elle casse. Et c'est très important dans la mesure où, si la corde casse, les dégâts sont imprévisibles. Je ne pense pas, moi je ne suis pas un va-t-en-guerre, je crois qu'il y a encore dans le monde des gens assez intelligents, assez pondérés, pour éviter une guerre. Parce que s'il y a une guerre aujourd'hui, ce n'est pas les pays pauvres qui ont quelque chose à perdre. Je vous ramène sur la trilogie à la française au nom du fils, du père. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron s'est déplacé au Cameroun pour gérer la crise successorale qui a déjà émergé? C'était ça ma question. Je ne pense pas. Emmanuel Macron est capable de tout, mais je ne pense pas qu'il soit allé au Cameroun pour un problème de succession. Tout simplement pourquoi? Parce que à l'intérieur du Cameroun même, la position de Franck Biya est délicate, même si elle est de plus en plus évoquée au grand jour. Il y a une dizaine d'années, cela aurait été possible. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'environnement médiatique dans lequel nous évoluons, ce serait difficile d'imposer le fils Biya. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans la mesure où... Mais ce serait difficile parce qu'aujourd'hui, les régimes qui ont vu des mômes succéder à leurs parents sont de plus en plus fragilisés. Et ce sont des régimes qui vont tomber dans les 5 prochaines années. Bongo va tomber dans les 5 prochaines années. Ça va être le cas d'Eyadema, ça va être le cas de Déby d'ailleurs, qui aujourd'hui n'arrive plus à contrôler le Tchad. Son propre frère lui balance des pots de banane. Non seulement son propre frère, mais aujourd'hui la France est obligée de négocier avec l'opposition au Tchad, parce que cette situation est très délicate. Donc les successions monarchiques, parce que c'est des monarchies, il faut le dire, ou autocratiques, comme on veut. Aujourd'hui, c'est assez délicat. C'est assez si on veut délicat. donner des leçons au monde, des leçons du moins de démocratie. Alors, Jacques Chiminade, je reviens à vous. Êtes-vous au courant que le Cameroun est désormais doté d'un nouvel ambassadeur de France?
Non, je ne savais pas. Oui, un général. Oui. On nous a parlé d'un Je savais qu'il y avait un général, général, mais je ne connais pas son nom. général d'armée nommé à la place d'un diplomate, et il s'appelle Thierry Marchand. J'espère qu'il ne marchandera rien. Va donc remplacer Christophe Guilou, qui était l'organisateur de tout au Cameroun. On le voyait partout, dans les villages, qui était au président BIS, qui organisait l'eau, qui organisait la lumière, qui était dans les chaufferies, et qui organisait les expositions à Paris, au point d'être bousculé par les activistes camerounais. J'ai posé la question à un précédent invité, mais qu'est-ce qu'il faisait à Paris? Il est ambassadeur de France au Cameroun, qu'est-ce qu'il fait dans une exposition à Paris? Donc, Thierry Marchand va donc remplacer Christophe Guilou. Qu'est-ce que cela trame? Envisagerait-on de punir l'ancien bon élève devenu récalcitrant, ou tout simplement faire plier ce pays qui aurait osé nouer un accord militaire avec Vladimir Poutine? C'est quoi l'hypothèse pour vous? Ce qui est intéressant, c'est l'hypothèse d'un accord avec la Russie. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai toujours été tout à fait opposé à l'immixtion dans les affaires intérieures des États. On n'a pas à s'en mêler. Alors on s'en mêle constamment en Afrique. On doit donner le moyen aux États de développer pour le mieux ce qui convient à leur peuple. Point final. Mais nommer un militaire, un général, ambassadeur de France dans un pays africain, on ne verrait pas ça dans un pays occidental? Je viens de pays sud-américains où quand on fait ça, on appelle la promotion des gorilles, mais c'est une autre question. Qu'est-ce que cela cache pour vous? Je ne sais pas. Prépare-t-on... Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Il y a une certaine évolution générale dans laquelle ça s'inscrit. Ça peut s'inscrire dans un sens, en effet, de rapprochement avec la Russie, ou ça peut s'inscrire dans un ordre d'opposition totale à la Russie et de maintien des relations privilégiées avec la France. Je ne sais pas. Il y a plusieurs bateaux occidentaux au Golfe, au large du Golfe de Guinée qui ont noué l'ancre là. Il y a des bateaux français, les navires français, n'est-ce pas? Navires français, américains, bref, occidentaux là. Je crois que vous le savez mieux que moi, vous connaîtrez mieux que moi ces questions. Mais les navires russes vont aussi arriver, non, Michel Aubé? Je sais qu'il y a toujours eu des bateaux. Il faut contrer cela. Des navires de guerre au niveau du Golfe de Guinée, de toutes les grandes puissances d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Il y a des Russes aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas chez eux? Non, aujourd'hui, on internationalise les conflits. C'est ça. Et pour cela, il y a des préalables. Il faut être en position de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et on va en la Afrique. dissémination sur les côtes africaines fragilisées des navires de guerre. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il y aura la guerre, mais prévenir vaut mieux que guérir. Qui veut la paix prépare la guerre. C'était le sujet du bac en 1997 au Cameroun, prononcé par bien. Bon, Michel Aubé, je vais rester sur vous. Vous aimez pleurer ou quoi? Vous aimez pleurer? C'est humain de pleurer. Comment on appelle les pleurs dans votre langue d'Ouala du Cameroun là? Mbembe. Mbembe. Ah, chantez pas avec un Mbembe, na Mbembe. Bon, les pleurs. Achille Mbembe est désormais traité comme étant un traître pour une bonne partie des Africains depuis le sommet Afrique-France de Montpellier. Les choses ne sont pas arrangées. Puisqu'il a fait partie du déplacement au Cameroun d'Emmanuel Macron, vous, Michel Aubé, qui connaissez mieux que moi Achille Mbembe, vous échangez souvent. On a eu à échanger. Il apprécie vos éditos que j'ai publiés, n'est-ce pas? Comment jugez-vous ce que d'aucuns appellent l'anathème contre notre ami et frère Achille Mbembe? Il ne faut pas faire un procès en sorcellerie à Achille Mbembe. Vous m'avez déjà envoyé cela en... Je vais vous dire ça. Achille Mbembe a fait partie... Voilà. Procès en sorcellerie d'Achille Mbembe, édito du 6 mai 2021. Oui, il ne faut pas faire un procès en sorcellerie à Achille Mbembe. Achille Mbembe a fait partie de ces intellectuels ou de ces politologues que Emmanuel Macron a coopté pour le sommet de Montpellier. Je crois que Achille Mbembe n'a pas eu tort de faire partie de cette délégation. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'œuvre d'Achille Mbembe, mettons ses actes à côté,
il a une œuvre prolifique, mais qui va dans le même sens, c'est de la libération de l'Afrique. Achille Mbembe, au même titre que quelqu'un comme Bogala, Amadou Kourma ou Mongo Betty, proche de nous, souhaitent que l'intellectuel africain puisse penser librement et non penser par autrui. Et quand il accepte cette mission de Montpellier, je ne crois pas qu'il voulait se positionner. Il a mûrement réfléchi parce que c'est quelqu'un d'assez intelligent, c'est quelqu'un aussi d'intègre. Pardon? Je vais y arriver. Contrairement au tableau qu'on dresse sur lui, c'est quelqu'un d'assez intelligent et d'assez intègre. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand un intellectuel choisit d'aller dialoguer aux côtés de Macron, il est automatiquement catégorisé. C'est un tort. Il ne dit jamais rien, Achille Mbembe, depuis. Mais c'est un tort. Mais parce que c'est un nom de l'ombre, en vérité. Ah, de l'ombre. Qui a désormais choisi la lumière, parce que ça brûle la lumière. On peut être dans l'ombre et s'afficher de temps en temps avec son entourage. Mais ça brûle, hein. Mais ce n'est pas... Emmanuel Macron n'est pas un maître pour Achille Mbembe. Ce qu'on peut reprocher à Achille Mbembe, c'est que dans le discours qu'a tenu Emmanuel Macron en Afrique, il a dû sûrement jeter un coup d'œil avant de le prononcer, oui. Il aurait pu lui dire, écoute, Monsieur Macron, vous traitez les Africains d'hypocrites, ce n'est pas le mot approprié. Ayant un langage assez ouvert, je dirais même consensuel. Mais là, c'est presque une insulte. On peut reprocher ça à Achille Mbembe. Ou son mutisme, tout simplement. Mais la question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que Achille Mbembe a eu ce discours avant la conférence? Ça, c'est la première des choses. Nous n'en détenons pas la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu dire à Emmanuel Macron après le discours? Nous n'en savons pas grand-chose. Je crois qu'il faut avoir le courage intellectuel de laisser Achille continuer à dialoguer ou à faire partie de l'équipe de Macron, parce que d'ici 4 ans, Emmanuel Macron ne sera plus président. On pourra donc dire à Achille Mbembe, pendant le règne d'Emmanuel Macron, voilà le bilan de Macron en Afrique. Vous qui êtes un de ses plus proches, est-ce que vous avez changé non seulement le Cameroun, mais l'Afrique aussi? Alors, on pourra tirer des conclusions. Bon, Nicolas Sarkozy n'est plus président. Ça fait combien d'années déjà, hein? Depuis 2000, Nicolas Sarkozy, ça fait 10 ans qu'il n'est plus président. Hein? Demandez-lui ce qu'il va faire dans les présidences africaines, d'accord? Nicolas Sarkozy va en Afrique parce que c'est un affairiste. C'est pas un homme politique. Il n'est pas souvent envoyé en mission? Non, c'est en mission d'affaires. Il faisait quoi chez Macky Sall, juste avant que Macky n'aille... Il est membre du conseil d'administration des entreprises. Il va faire des affaires. C'est ça, oui, très bien. Jacques Cheminade. C'est bien, hein, la France. Hein? Et les médias français qui ne parlent pas... Moi, c'est pas la France. C'est quoi? Mais c'est un homme d'affaires, c'est vrai. Tout ça, c'est les gens qui sont en servage face à une oligarchie internationale. Vous l'avez de façon très claire. Vous avez toutes les sociétés du CAC 40 en France, les grandes sociétés, financières ou pas. Dans le conseil d'administration, il y a au moins 1 à 3 personnes qui sont membres des grandes banques. Et celle-là exerce un poids qui transmet le poids de la grande oligarchie financière internationale de Londres et de Washington. C'est ce que j'ai appelé le système de Wall Street et de la City de Londres. Et c'est pas seulement des gens qui parlent anglais, hein, il y a des gens qui ne parlent pas anglais là-dedans, qui sont la même idéologie et qui présentent le même pouvoir. Il y a même des gens qui parlent mal anglais comme Nicolas Sarkozy. Oh, il fallait pas le dire. Son sosie parle mieux anglais que lui, alors. Donc, son sosie, il s'exprime mieux en anglais que lui. Je n'ai pas cité le nom du sosie, hein. Faut pas me chercher les problèmes, Jacques Cheminade. Bon, comment expliquez-vous le grand silence des médias mainstream français sur ce déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique? J'ai rarement vu sur nos grands médias un news sur Emmanuel Macron au Cameroun. Rarement. Comment expliquer? Je parle surtout des télés. C'est curieux, les seules choses que j'ai lues qui sont relativement intéressantes, très relativement, hein, c'est sur l'Humanité et François, qui sont aux extrêmes politiques, où là, on parle de certaines choses. Dans le reste,
Pratiquement rien. Pratiquement rien. Alors, l'Afrique n'intéresse pas les médias français, Michel Aubé? C'est un non-événement, D'accord. hélas. Bon, allez chercher l'argent pour qu'on développe JMTV+, et même comme ils me virent de YouTube et de Facebook, j'irai m'installer en Russie si vous voulez me virer de tout en France. Comme ça, là-bas, au moins, je pourrais m'exprimer. Vous ne pourrez pas empêcher les réseaux sociaux de distribuer ce que je publie, vous voyez. C'est une bêtise que de vouloir me supprimer JMTV+. Laissez-moi marcher. C'est quoi le problème? Si TF1, France Télévisions, ne veut pas parler de l'Afrique, quand il y a eu une guerre, ou lorsqu'on vend 2-3 trucs, bon, ben JMTV+ va s'en charger. Vous savez, comme moi, optimiste, on pensera par rapport à ce que disait un poète français qui s'appelait Paul Valéry. Ah, Paul Valéry. Chaque atome de silence est une chance de fruit mûr. Donc ça mûrit par derrière par rapport à tout ce que ne disent pas les médias français. Il y a un mûrissement en Afrique très rapide. Et je crois que toute cette jeunesse africaine, elle est là. Paul Valéry, le grand maître du grand Georges Brassens. Un des maîtres du symbolisme. Tout à fait. Mais mon ami Périmoni, Sébastien, Périmoni, qui est en vacances, a vu cette jeunesse africaine en Côte d'Ivoire et il a dit il y a une puissance, une capacité. Marie Korsaga, qui est de Burkina Faso, qui elle a dit je suis dans l'astronomie, je suis dans la recherche de pointe dans tous ces domaines, mais en même temps il faut éduquer les jeunes et sans cesse penser à ça. Jacques Cheminade, comme je ne sais rien du tout, et de vous je dois apprendre désormais tous les jours. C'est une certitude. Michel, non. Je prends à témoin Michel Aubé, il est là. Quand je ne comprends pas quelque chose, je lui passe un coup de fil parce que je ne comprends, j'apprends tous les jours. Donc, comme je ne sais rien et je dois apprendre tous les jours, il y a certainement une question fondamentale que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus. Alors, répondez à la question non posée. Ça serait qu'est-ce qui se passe réellement aux États-Unis, en Europe et aux États-Unis en particulier. Ça concerne l'Afrique parce que... Ça concerne Lyndon LaRouche, mon ami dont vous avez parlé. Ah, d'accord, Lyndon LaRouche, oui. Qui a fait 5 ans de prison aux États-Unis. Il a été fourré en prison pendant 5 ans. Pourquoi? Pour avoir dénoncé la politique anglo-américaine telle qu'elle se développait et telle qu'elle évoluait. Et il m'a dit constamment ces deux choses. Il y a un système de bulle financière qui se fait, ça je le savais, j'étais aux États-Unis, je le voyais arriver, et en même temps un système d'oppression intellectuelle, d'oppression culturelle. Cette oppression intellectuelle et culturelle, elle est faite soi-disant par un mouvement libérateur qu'on voit maintenant dans d'autres courants aux États-Unis, qui est un courant où on promeut la musique bruit, le sexe marchandise et tout ou les drogues. Et il disait là, il y a quelque chose d'essentiel, notamment dans le domaine des drogues. Et regardons de plus près, et il a fait des études avec son équipe sur ce qui se passait dans le domaine de la drogue, et ce domaine des mafias et de la drogue, c'est de plus en plus un élément déterminant du système financier et monétaire international. Antonio Maria Costa, qui était chargé des trafics au sein des Nations Unies, avait eu l'honnêteté de dire il n'y a jamais eu de guerre à la drogue, on a saisi au maximum 1% du trafic de drogue, ce qui est très difficile d'arriver à si peu si on a mis un minimum de moyens. On aurait dû arriver beaucoup plus si on avait été sérieux. On n'a jamais été sérieux. Et ça recoupe avec ce qui s'est passé en Afghanistan. Ça se recoupe avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça recoupe avec ce qui se passe en Amérique du Sud. Ça se recoupe avec ce qui se passe, y compris en Russie et en Ukraine. Et même en Afrique. Et même en Afrique. Surtout en Afrique maintenant. La Côte d'Ivoire est devenue le centre de l'Afrique de la Colombie. J'ai envie d'avoir un visa pour aller en Côte d'Ivoire. Là, vous allez m'empêcher d'y aller. Là, j'ai déjà tout le monde sait qui est le roi de la drogue en Côte d'Ivoire. C'est qui? C'est un secret pour personne. C'est qui? D'affoler l'information. Bon. Moi, j'avais perçu ça quand on a trouvé ce fameux Boeing dans le désert, écrasé, où il y avait le trafiquant de drogue, on n'avait trouvé personne, bien entendu, on ne trouve jamais personne. On ne trouve jamais personne, juste le Boeing qui s'est écrasé. Ah, mais y a-t-il des Boeing qui volent maintenant seuls, sans pilote, sans rien? Non. Il y a toujours un mafieux dans la cabine de pilotage. D'accord. Michel Aubé-Etamé, auteur de ce biscuit intellectuel, sous le regard de Kédi. Voilà, publié aux éditions Les Trois Colonnes, hein, c'est bien cela, hein, basé à Paris, je crois, Les Trois Colonnes.
Très bien. Roman qui retrace... Est-ce que je peux me permettre de lire la 4e de couverture encore Bien ici? sûr. On a déjà fait quelque chose, une petite émission là-dessus il y a quelques jours. C'était le 19 juillet qui a fort bien marché et qui a d'ailleurs été repris par la maison d'édition. Qui va le reprendre. C'est pas encore fait. Bon, il faut déjà leur dire de m'envoyer quand même un petit biscuit. Ils m'ont informé. D'accord, qui m'envoie un petit biscuit quand même que je mange. Hein. Sous le regard de Kédi, Marcel et Elisa sont ensemble depuis 7 ans lorsque les vicissitudes de la vie viennent briser ce bonheur que le couple croyait inébranlable. Alors que tout semblait leur sourire, Elisa demande le divorce. C'est le drame. Elle évoque la santé fragile de leur fille, Kédi, souffrant d'asthme, à qui l'air pollué de Paris ne convient pas. Mais ce n'est qu'un prétexte. En réalité, au cours d'un séminaire, Elisa retrouve Antoinette, une amie avec laquelle elle eut une idylle autrefois. C'est le coup de foudre. À son retour, la jeune femme n'est plus la même et le couple vacille. 3 points de suspension. Lisez entre les lignes. Bon, ils se séparent. Elisa commence alors une nouvelle vie avec Antoinette à Toulouse, la ville rose, chère à Nougaro Claude. Donc, ce roman est un roman qui parle d'amour, beaucoup d'amour, mais qui traite aussi de l'actualité. Le genre. Est-ce que j'ai bien résumé l'affaire, Michel Aubet? C'est très contemporain. C'est très contemporain. Ça va certainement vous plaire, Jacques Cheminade. Ce roman va certainement vous plaire. Certainement, surtout que j'ai quelque chose de commun avec Kédi, j'ai souffert d'asthme aussi quand j'étais jeune. mais C'est souvent lié à des questions d'ailleurs émotionnelles mais votre maman n'avait pas qu'après j'ai quitté. pu très bien régler. Votre maman n'avait pas quitté votre papa parce que vous souffriez d'asthme, non? Non. Bon, la différence. Non, mais on est en Bénozer dans les années 1950, 1940 et 1950, et il y a des tensions politiques, personnelles qui traversent la famille. C'est l'époque du péronisme. Hein. Je vois à la fin des années 70 là, pour calmer la grogne sociale, on va leur donner une Coupe du Monde avec Mario Kempes. Je suis parti d'Argentine surtout parce qu'il y avait une dictature militaire et je ne pouvais pas supporter ça. Faire des études en France. À 18 ans, vous avez décidé de quitter l'Argentine, bien décidé d'empoigner la ville au cœur léger, le bagage mince, vous étiez certain de conquérir Paris. C'est bien ça? Non, je pensais conquérir rien du tout. Je pensais essayer de faire de ma vie quelque chose de relativement utile. Bon, et vous l'avez fait? On n'est jamais sûr. Les autres jugent, pas soi. La vie est un roman inachevé. Voilà. Inachevé. Et le vôtre, celui-ci du moins, est achevé et on peut le trouver dans toutes les librairies, les points de vente de France et de Navarre, sous le regard de Kédi, de Michel Aubet. Mais on peut aussi retrouver vos éditos sur www.jmtvplus.com, rubrique édito. C'est Michel Aubet qui les écrit gracieusement. Je n'ai jamais payé un sou, je n'en ai même pas. Donc merci. Merci beaucoup, Michel. Désormais, on essaiera d'amener Jacques Cheminade à nous en écrire quelques-uns de temps en temps. Quelques éditos de temps en temps, n'est-ce pas, Jacques Cheminade? Les articles. Les articles, voilà. Pour, J'ai même écrit des poésies, mais ça, c'est un autre domaine. c'est un autre domaine. Merci beaucoup, Jacques-Guy Cheminade, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Je suis sûr que les téléspectateurs en redemanderont. Et je suis certain, vous connaissant homme au grand cœur, que vous accepterez de revenir sur JMTV Plus bientôt. Est-ce que je me suis trompé? De ne pas tromper, je vous remercie tous deux de m'avoir appris beaucoup de choses. Merci à vous, Michel Aubet. Mais Jacques, tu nous as enrichi également. La réciproque est vrai, comme disait Surtout mon quand tu porte-monnaie. parles de l'histoire d'Afrique, quand tu parles de ces auteurs que nous essayons plus ou moins de côtoyer. On va devoir rendre On ne l'antenne. peut être que ravis et... On va devoir rendre l'antenne. Je ne trahirai en disant que Jacques Cheminade a noté le titre de ce roman, dont je suis sûr d'avoir noté quelque part. Là, c'est sûr qu'il va l'acquérir. Vous pouvez aussi l'acquérir partout. On se retrouve donc sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités qui seront peut-être aussi riches que ceux d'aujourd'hui. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée dans le monde entier, surtout en Afrique noire francophone, car je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone où il fait bon vivre, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Au revoir.